On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement du nouveau livre de Gilles Gemme, accompagné d'œuvres imagées d'Yvan Lafontaine qu'on retrouve dans ce livre qui s'appelle « Regard ». Mais d'abord, on parle de la saison touristique. On dresse déjà un pré-bilan, beaucoup d'hausses d'achalandage durant l'été. Et là, bien sûr, c'est le temps des pommes. Faisons un peu le bilan de la saison touristique en Montérégie, mais aussi parler du temps des pommes, parce qu'il y a encore beaucoup d'activités à venir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Deux invités pour en parler. D'abord, François Trépanier, qui est directeur des communications marketing chez Tourisme Montérégie. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagné de Mélanie Charbonneau, qu'on connaît bien pour parler de l'érablière, mais c'est aussi le temps des pommes au verger de Denis Charbonneau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. François, d'abord, un peu un bilan de l'été. Bon, c'est sûr qu'on a eu une météo assez favorable. Peut-être, oui, un peu moins pour le Festival de Montgolfière, parce que ça, c'était un laps de temps plus serré. Mais si on regarde dans l'ensemble de juin jusqu'à aujourd'hui, il a fait relativement très beau et de ce que je comprends, plus de 70 des entreprises touristiques ont noté des hausses d'achalandage. Oui, ça a été fantastique, Éric, jusqu'à maintenant, cet été. Là on parle... on va faire le vrai bilan, là, parce que nous, on inclut le temps des pommes dans l'été. C'est l'été qui se prolonge. C'est comme un pré-bilan, si on veut. En plein ça. Donc, à la fin octobre, on va faire un bilan là, en ayant parlé à nos entreprises là, touristiques qui œuvrent plus là, dans le domaine des pommes. Mais pour cet été, ça a été un été magnifique. Comme tu l'as dit, la météo a été de notre côté. Les événements ont eu de l'achalandage comme c'est pas possible. Outre les Montgolfières, malheureusement, on n'a pas encore les chiffres, mais toi et moi, on était là tous les soirs. Et malheureusement, la Dame Nature n'a pas été avec nous, mais qu'on parle de l'Expo Saint-Hyacinthe, du bière et saveur de Chambly qui vient de se terminer. Il y a eu les fêtes de Saint-Lambert qui ont été un succès sur toute la ligne, les régates de Valleyfield. C'est de l'augmentation d'achalandage pour tous les événements. Donc, on est bien heureux. C'est sûr que la météo peut expliquer en partie les hausses d'achalandage. Mais en même temps, c'est que les événements que tu as nommés sont probablement prisés de la part du public. Probablement aussi de nouvelles stratégies. On avait parlé un peu avec José Julien au printemps, où on vise davantage l'escapade, parce que c'est difficile de générer de la nuitée à long terme dans un territoire comme la Montérégie. C'est pas la Gaspésie. Est-ce qu'il y a là aussi un peu de motifs qui peuvent expliquer ça au niveau de l'achalandage? Certainement. Puis, tu sais, nous, on a visé beaucoup les gens de Montréal, puis on a eu une offensive radio 98. J'ai fait des chroniques au 98.5 FM pendant tout l'été. J'en ai entendu parler beaucoup, donc on sait que c'est la station de radio la plus écoutée au Canada. On a vu l'impact tout de suite. On a eu des bannières, si on veut, sur le site du 98.5. Puis si on regarde ce qu'ils nous ont amené sur notre site web à nous, c'est incroyable l'impact qu'une grosse station de radio peut avoir sur Tourisme Montérégie. On a été hyper satisfaits. On avait une grande campagne de promotion. Puis juste le à 2 pas de Montréal qu'on a ajouté dans notre slogan, ma région d'escapade à 2 pas de Montréal, je pense que ça aussi, ça peut faire une différence. Il y a une clientèle montréalaise, oui. Il y a une clientèle probablement de la Rive-Nord. Mais il y a aussi la clientèle de la Rive-Sud. On peut très bien habiter à Sorel puis décider de faire une escapade à Brossard, Saint-Lambert ou Valleyfield d'une journée et vice-versa. On peut être à Saint-Jean puis décider d'aller revirer à Sorel. Bref. Donc, il y a ce bassin-là qui n'est pas à négliger non plus. L'intra-Montérégie est hyper important. Souvent, les gens de la Montérégie ne connaissent pas leur propre région. On va parler d'événements ou d'attraits touristiques en Montérégie. Moi, j'en parle à mes amis. « Ah oui, c'est en Montérégie, ça? » Donc, tu sais, il y a encore de l'éducation à faire de ce côté-là. Puis, on a eu une offensive également sur Québec, donc ça a apparu aussi pour les nuitées. On a été station de radio sur, FM 93? FM 93 à Québec. Grosse campagne également pour aller chercher ça a eu un impact sur les nuitées? Ça a eu un impact. Beaucoup la clientèle cyclotourisme de Québec. On parlait d'escapade, de venir passer quelques jours. On a plusieurs forfaits. Puis, la clientèle de Québec a répondu à l'appel. Du côté de Saint-Grégoire, je comprends que l'érablière, c'est plus au printemps. Là, on est plus dans l'automne avec le verger. Mais est-ce que vous aussi, vous constatez une hausse de l'achalandage au niveau de la clientèle, en tout le moins pour cette saison-ci? Oui, beaucoup. Même cet été, nous, on a des petits fruits également, là, fraises, framboises, bleuets. Puis, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui restaient proches pour les vacances, qui vont pas aux États-Unis, qui restent proches, qui font quelques petites activités en famille, peut-être à des moindres coûts aussi, là, parce que passer une journée aux pommes, c'est moins dispendieux peut-être qu'aller quelques jours ailleurs. Là. Donc, oui, depuis l'été, là, ça l'augmente énormément.
Bon. Si on parle bien sûr de la saison des pommes, parce qu'on est en plein dedans, et il faut souvent le rappeler, je suis toujours assez impressionné à chaque année par le nombre de variétés. Vous en avez quoi, 20, une trentaine, je pense? On a 25 variétés, bon, oui, qui commencent au mois de juillet puis qui se terminent à la fin Mais octobre. c'est ça qui est impressionnant, parce que souvent, dans l'imaginaire populaire, les pommes, c'est genre le mois d'octobre, tu sais. Sauf que, puis je me rappelle d'entrevues précédentes avec ton père, Denis, tu sais, qui nous disait, non, nous autres, ça commence au mois de juillet. Comment ça, au mois de juillet? Il y a des pommes au mois de juillet? Oui, 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 on a des pommes hâtives, là, des pommes d'été, nous, qu'on appelle. C'est des pommes qui vont durer une semaine ou deux. Donc, on les récolte, on les vend au frais. Puis c'est pas des pommes qu'on va être capable de garder tout l'hiver en atmosphère contrôlée. Donc, on parle de la Melba, de la Josémarque, on parle de la Paul Red et aussi une nouvelle variété qu'on a plantée il y a quelques années qui s'appelle la Sunrise, qui est une excellente pomme et là, qu'on vient juste de terminer. Là, on n'en a plus du tout. On a tout vendu ce qu'on avait. Donc, oui, il faut innover. Il faut aller chercher des nouvelles variétés qui résistent à notre climat, mais aussi que les gens vont aimer. Là. Et là, quand on est maintenant à la mi-septembre, disons pour les 3-4 prochaines semaines, là, on est dans quel type de variété ces temps-ci? Là, bon, on a la Lobo là, qui est commencée depuis une semaine. Je vous ai amené de la Royal Gala ici qui commence. Là, donc, l'autocueillette commence dès maintenant. On a Paul Red qui nous reste aussi dans les arbres un peu, qui est une pomme un peu plus mûre à ce temps-ci de l'année, mais très bonne pour la cuisson, la compote et tout ça. McIntosh, que tout le monde aime. Et donc là, c'est les variétés présentement que les gens peuvent cueillir sur place. Mais vous avez aussi des variétés plus tardives, là. Oui, oui. Ensuite, il va y avoir, bon, la Corklune, il va y avoir la Spartan, l'Empire. On a également de la délicieuse, la Golden Racette. On a la fameuse Honeycrisp aussi qui va sortir en fin de semaine également. Donc, oui, oui, on en a jusqu'à la fin octobre là, pour l'autocueillette. Mais on en a à l'année à notre kiosque. Bon. Vous avez des prunes aussi? Oui, on a des prunes. Mais les prunes, là, c'est terminé. Là. Ouais. J'en parle plus parce qu'on ne peut plus cueillir de prunes. Là. Tous les arbres sont vides. On peut en acheter au kiosque, mais pour l'autocueillette, c'est terminé. Bon. L'autocueillette, est-ce que c'est le gros morceau de l'année au niveau du verger, j'entends, là, dans l'activité dite populaire? Une journée aux pommes, en famille ou non, là, même avec ou sans enfants, mais ça reste encore dans l'imaginaire comme il faut aller aux pommes une fois dans l'année. Ouais. Quand bien même on irait 1 heure ou 2 cueillir des pommes, c'est comme... Ça fait partie de la tradition. C'est une tradition québécoise, je pense. Là. Oui, oui, oui. Non, non, c'est vraiment... L'autocueillette, c'est ce que les gens viennent faire au verger. Ensuite, là, ils vont vouloir peut-être un repas à la crêperie. Ils vont peut-être acheter une douzaine de beignes, un peu de cidre. On a de la dégustation de cidre. Mais avant tout, c'est l'autocueillette. Les gens arrivent, ils veulent savoir comment ça fonctionne mais pour l'autocueillette. Mais l'autocueillette amène vers les produits dérivés, là. Oui, exactement. C'est ça. Donc, les gens peuvent vraiment passer une journée, là, faire une balade en tracteur, la mini-ferme, une dégustation de cidre. Ensuite, il y a également des aires de pique-nique pour ceux qui ne veulent pas venir manger à la crêperie. On a une mascotte sur place qui prend des photos avec les enfants. Donc, c'est vraiment une belle journée en famille. Puis là, après ça va nous mener aussi, vous avez des citrouilles? Oui, les citrouilles commencent vers fin septembre habituellement. Donc, fin septembre, on ouvre nos champs de citrouilles. On a une balade en tracteur exprès qui va juste dans cette partie du verger-là. Et nous, on les vend au poids maintenant. Donc, c'est vraiment pas cher. Là. Ça revient vraiment pas cher pour que les gens qui veulent voir un beau champ de citrouilles prendre des belles photos également. Mais ce qu'on constate, c'est que l'entreprise de la famille Charbonneau s'est beaucoup diversifiée au fil du temps. Parce que si on remonte là, 20-25 ans, quand je faisais des entrevues avec Denis, c'était juste des pommes. Ouais. Puis à un moment donné, ça a été des citrouilles. Puis là, à cette heure, c'est les petits fruits. Puis c'est l'érablière aussi. Oui. Donc, puis la crêperie, cidrerie. Bon, on voit que ça s'est beaucoup diversifié. Là. On n'est plus juste dans une opération de pommes qui dure 2 mois par année. Là. On n'est plus là du tout. Là. Non, c'est ça. C'est de rentabiliser l'entreprise à l'année aussi, créer des emplois également, puis d'avoir nos propres produits, puis aussi une stabilité. Là. Bon. Les pommes, évidemment, Saint-Grégoire, je pense que, puis bon, on le sait avec le verger de Denis Charbonneau, mais il y a aussi Rougemont, qui est une grosse partie aussi des pommes. Là. Il y a Rougemont, la capitale de la pomme, Éric, avec les week-ends gourmands qui auront lieu pour les 5 prochains week-ends. C'est 6 week-ends dans tout. Des démonstrations de chefs. Toutes les entreprises mettent la main à la pâte à Rougemont pour offrir des week-ends intéressants. Il y a d'autres secteurs, qu'on pense secteur Suroît avec Franklin et Mingford. Il y a aussi Mont-Saint-Hilaire qui est un pôle important. Mont-Saint-Grégoire avec Charbonneau, Boutin et les autres. Donc, il y en a vraiment...
c'est 700 000 personnes qui viennent aux pommes en Montérégie à toutes les années. Puis juste à Saint-Grégoire, c'est combien? 300 000, quoi? Écoute, je n'ai pas le nombre de Saint-Grégoire. Sur les 700 000, on n'a jamais compté les entrées parce que nous, c'est pas une entrée, c'est vraiment les gens achètent un sac de pommes. Donc, c'est difficile à compter. C'est plus difficile, oui, à comptabiliser. On n'a pas des entrées. Mais c'est clair que Rougemont et Saint-Grégoire, c'est probablement 80 de l'achat. C'est les pôles les plus importants, définitivement. Et c'est beaucoup de monde. Si on dit 700 000 pour les pommes, puis là, je ne sais pas pour les érablières combien c'est aussi. 600 000. 600 000. Oui. Ça en fait du monde. C'est pas pour rien. On est la région numéro 1 en agrotourisme au Québec. On a 43 du marché agrotouristique des visites qui est en Montérégie au Québec, là. Donc, c'est sûr que les pommes est notre numéro 1, le temps des sucres est numéro 2. Les vignobles, cidreries, cueillettes de petits fruits rentrent là-dedans, chocolaterie, fromagerie. C'est pas pour rien qu'on est le jardin du Québec. Donc, c'est 43 de l'agrotourisme ici en Montérégie. Pour le Québec, c'est 43 Oui. C'est énorme. C'est énorme. Puis quand on dit 600-700 000 pour les pommes puis les érablières et tout ça, plus les activités qu'on a parlé, sur une année complète, Tourisme Montérégie, ça cumule combien de touristes, ça? Écoute, c'est des millions. C'est des millions de touristes, Éric. Je n'ai pas le chiffre à portée de la main comme ça, là, mais c'est des millions de touristes et surtout des millions d'excursionnistes qui viennent beaucoup plus que les touristes. Malheureusement pour nos hôteliers, là, mais au niveau de l'excursion, Mais c'est beaucoup de retombées économiques. Oui. Puis en étant le terrain de jeu de Montréal comme ça, puis en ayant des bonnes campagnes de promotion, des intervenants comme le verger Charbonneau qui renouvelle le produit année après année, c'est comme ça qu'on a réussi à attirer beaucoup d'excursionnistes. Donc, bilan à venir fin octobre, une fois qu'on aura inclus le temps des pommes. On voulait en faire un à la fin octobre pour pouvoir revenir à ton émission à la fin octobre. Là, on a eu des belles fins de semaine aussi. Là. Les dernières fins de semaine, il fait assez beau quand même. Là. Oui. On va espérer d'avoir les prochaines aussi. Ça, c'est ça aussi, parce que si on a un samedi-dimanche un peu pouet-pouet, là, ça, c'est plate, parce que là, on vient de perdre une fin de semaine. Oui, c'est rare qu'on peut rattraper. Parce que les gens se disent, bon, on va attendre la fin de semaine d'après s'il fait beau, puis là, on va y aller. Là. Souvent, les gens prennent leurs décisions en fonction de la météo, mais encore là, la météo, faites attention quand vous regardez les prévisions. Des fois, moi, je le dis souvent, les gens, ils se font des peurs. Ils annoncent 40 1 millimètre. Oui, c'est ça. Puis même quand ils disent 70 mais tu sais, c'est 2 millimètres. Ou le soir. Ou le soir. Ça fait que souvent, les gens, ils se font des peurs, ils regardent ça le matin, puis sans rien enlever à ceux qui font de la météo à la télé le matin. Là, mais soyons prudents dans ce qu'on transmet comme information météo, parce que des fois, on dit « finalement, on aurait dû y aller, finalement, il a fait beau. Ou finalement, il n'a pas mouillé, il n'y avait pas de soleil, mais il y avait juste des nuages. » Oui, puis quand on est proche, ben, tu sais, des fois, un petit 4 heures, c'est assez. Pas obligé de la journée complète. C'est clair. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci, Éric. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du lancement du nouveau livre de Gilles Gemme. Télévision du Haut-Richelieu. Ce vendredi 16 septembre à 17h chez Artaud, le lancement du nouveau livre de Gilles Gemme. Gilles Gemme est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Accompagné de l'artiste Yvan Lafontaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors Gilles, on en est rendu à combien de livres dans cette brillante carrière d'auteur? Brillante. 8. 8? Oui, c'est le 8e. Bon, en quoi est-il différent des 7 autres? Je pense que je reviens, en termes d'écriture, je reviens à ce à quoi je voulais travailler dès le départ. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose de différent nécessairement, parce que je pense qu'un style, ça reste un style, là, je veux dire. Mais il y a eu une série de romans policiers.
qui a duré quand même un bon nombre d'années. Là. Et d'ailleurs, celui-là a été écrit en même temps. Je travaillais aux deux en parallèle. Je travaillais à l'un, je travaillais à celui-là. Ça me reposait de l'un, ça me reposait de l'autre. Alors, mais celui-là, je reviens à l'écriture, je dirais poétique, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte? C'est, comment je dirais, non, c'est un récit, mais un récit qui s'approche beaucoup du conte, parce qu'il y a un aspect merveilleux, il y a un aspect rêve. C'est une quête d'identité. C'est une quête d'identité, finalement, et ça commence à l'âge d'un enfant de quoi? De 12 ans qui prend conscience soudainement qu'il a besoin de se trouver une identité. Et ça se termine pas, finalement, j'allais dire, ça se termine pas. Oui, c'est ça. Ça se termine pas parce que c'est ceux qui trouvent des moyens pour y arriver à l'âge adulte. Mais au début, c'est un enfant. C'est une quête d'identité, une quête d'amour. Et ça commence par le lien qu'il y a avec sa grand-mère et puis tout ça. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on parle de quête identitaire du temps de mes parents, quoique ma mère n'est pas si vieille que ça. Mais souvent, une expression que ma mère disait, c'est « ils cherchent ». Hein? On parlait des adolescents de, je sais pas, de 12, de 15, même de 18 ou de 20 ans. Elle disait « Ah, un tel, il cherche ». Moi, je sais pas trop, j'étais jeune, je faisais comme il cherche, je sais pas, il cherche quoi, il va-tu trouver, il va se trouver. Aujourd'hui, il y a un vocabulaire pour ça. Oui, mais ça a toujours été ça, finalement. On a toujours besoin, quand on vieillit, surtout à l'époque de l'adolescence, de se dire, je suis qui, moi? Je veux dire, c'est bien beau avoir un nom, mais des fois, le nom, tu sais, je veux dire, tu t'accroches où avec ça? Alors, mais il passe par le jeu aussi. Il passe par le jeu pour trouver cette identité ou la chercher. À quel moment intervient Yvan Lafontaine? Et il intervient dans le sens que j'avais ce projet et à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça que ça profite à des jeunes. Autrement dit, que ce soit un geste culturel, mais en même temps que ce soit un geste humanitaire. Et on se connaît, Yvan et moi, d'ailleurs, depuis ce temps-là, on fait des farces en disant on était dû pour travailler ensemble. C'est vrai. Et puis, de toute façon, je lui téléphone en lui disant je sais que tu t'occupes de la fondation, pas la fondation, c'est le centre de pédiatrie sociale, l'Étoile. L'Étoile. Et puis, de toute façon, moi, je trouvais ça intéressant que Yvan travaille en imagerie, c'est-à-dire en info. Là-dessus. Et puis, finalement, ça s'est connecté comme ça et on a décidé de travailler ensemble. Bon. Et de quelle façon as-tu reçu le projet? Commande? Ou, C'était pas une commande, c'était un intérêt que Gilles montrait pour quelque chose. Et c'est vrai, moi, ça faisait déjà 3-4 ans que je travaillais avec l'Étoile, puis que je faisais des activités de support aux enfants en thérapie par l'art. Et j'avais, il y a 2 ans, donné une œuvre qu'on avait fait tirer à 100 exemplaires, là, 20 l'exemplaire, le billet, puis le 2000 il allait à l'Étoile. Hein? Alors, Gilles avait retenu ça, je pense, puis il me dit, ben garde, on pourrait donner ça à l'Étoile, les bénéfices. Ben, il m'a accroché avec ça. Hein? Okay. Et là, je suis parti pour le Mexique l'hiver dernier avec son manuscrit. Que j'ai relu au moins 3 fois là-bas, j'ai pris des annotations, tout ça, mais ça ne débloquait pas. Je ne savais pas quoi faire avec ça. J'avais le goût de faire quelque chose, mais je ne savais pas. Quand je suis revenu, on s'est assis, on a pris une demi-journée, puis on a discuté de nos perceptions du livre, des images, des scénarios qu'il y avait dedans, et ainsi de suite. Et le lendemain matin, j'étais dans l'atelier. OK. Là, ça a débloqué. Ça a complètement débloqué. Aviez-vous la même perception du manuscrit? Je crois que oui. On avait 2 lectures. C'est pour ça que ça s'appelle « regard » avec un S aussi. C'est 2 regards de la même réalité. Moi, je dis c'est plus... Lui, il dit une quête d'identité. Moi, je dis une quête d'amour. Parce que je vois plus l'aspect poétique qui me touchait dedans. Mais on a accroché sur des mêmes éléments qui sont la réflexion, la transparence... des choses que j'ai depuis des années dans ma production artistique, puis que
Gilles avait dans son livre. Alors, à partir de ça, moi, cette rencontre-là a été très bénéfique parce que, à partir de ça, j'ai inventé 21 images. À partir Et de ces images-là se retrouvent donc Pas tous. Non, parce qu'il y en a 17, je Il y en crois, a 17. qui ont été retenus. On en avait 19 au départ Ouais. que j'avais identifiés avec des correspondances de textes qui sont une lecture différente du même texte. Ouais. L'image n'illustre pas le texte. Elle montre un point de vue ça, différent de la même réalité. Ça, c'est important pour moi. D'ailleurs, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai dit à Yvan, moi, je veux dire, je veux pas que ce soit une Ben non. illustration. Tu sais, je veux dire, Oh, oui, je quand tu as un livre, tu as un mot cheval, tu n'as pas besoin d'un cheval à côté pour comprendre ce que ça veut dire. Là, tu sais. Je veux dire, je voulais pas ça, mais je voulais que moi, les réalités que j'aborde là-dedans, que j'ai présentées à Yvan, je voulais que sur ces réalités-là, lui, il voit, il nous propose un autre regard. C'est ça. Alors, c'est ça. Ben, Alors- comme au hasard, ici, là, je suis aux pages 18 et 19, où le texte qui est tout juste ici dit « Je vieillis assis. Je Oui. l'identifie comme un sans-nom, un sans-racine connu. Sans être un brigand, je fréquente les parvis d'autres vies. L'œil envieux, le geste aussi leste qu'inutile. » Et là, ça continue. Et l'image, bien sûr, qui accompagne ceci, là, je l'ai pris au hasard, vraiment, Oui, Yvan, oui. là. Et donc, en quoi ton regard est-il différent du regard qui est par écrit, alors qu'ici, il est par illustration? C'est un regard de rêve que lui imagine Ouais. et que moi, j'ai rendu différent. C'est mon regard, de la même imagination. De la même, c'est ça. Toi, tu vas le lire, tu vas un petit peu plus loin, là, tu vas dire, « Oui, mais moi, c'est pas de même que je la voyais, cette personne-là. » Cette personne-là n'existe pas. Elle existe dans son regard différemment de la façon dont elle existe dans le mien. D'ailleurs, Et celle-là s'appelle, je la nommais Christelle. oui, c'est ça. Christelle n'existe pas Non. dans le livre. C'est un personnage rêvé, une espérance, tout ça, là, toute cette quête-là. Et moi, je l'ai matérialisé comme ça. Ouais. Et j'en ai une deuxième Christelle dans le livre, qui est différente. Qui est différente de celle-ci. C'est un là. petit peu tout à plus fait. loin. Je crois que c'est la prochaine. Tout à fait. D'ailleurs, ou l'avant. quand on disait c'est une quête... C'est celle-là. Celle-ci, hein? Ouais. C'est ça, Oui. tout à fait. Quand on disait c'est une quête d'identité, c'est une quête d'amour aussi, parce que C'est ça. ça tu as absolument raison de le souligner, c'est que quand on a à faire une quête d'identité, finalement, on fait une quête d'amour en même temps, parce qu'on s'identifie par l'amour que l'on a envers son pays, envers quelqu'un, on s'identifie par notre amour. Alors, donc, c'est une quête d'amour en même temps, et c'est pour ça que la femme là-dedans ne porte pas un nom unique. Ouais. Elle peut s'appeler sa grand-mère, entre autres. Elle peut s'appeler Christelle, elle peut s'appeler Monique. Il n'y a pas de nom attribué à la femme. On est loin des romans policiers. Là. On est loin des romans policiers. Ouais. On est ailleurs complètement. On est ailleurs complètement, tout à fait. Mais tu avais envie de faire ça. Oui, bien, j'ai commencé d'ailleurs en 80 ou 81, 80, avec En plein hiver, des mannes à plein ciel, et qui était un peu de ce type. Là, par exemple, j'utilise davantage le récit avec des phrases qui sont des fois très longues, des fois courtes. J'essaie de jouer sur le rythme, ce que je faisais dans le premier en 1980. Donc, c'est un retour. Et c'est sûr que j'avais hâte d'y revenir, mais je m'étais fixé un objectif de 4 romans dans la série Escouade 06. Et je l'ai terminé. Et là, maintenant, je travaille vers autre chose. Je dis, Est-ce que c'était la première fois que tu travaillais avec Gilles? Avec Gilles, sur oui. un projet? Oui. Est-ce que c'était la première fois que tu avais des illustrations accompagnées dans un livre? On va oublier illustration, s'il vous plaît. C'est quoi le bon terme? Bien, c'est Infographie? un regard. C'est Non. un regard différent, tout simplement. C'est pas une illustration, c'est une œuvre autonome qui est un regard différent sur une même réalité. J'avais fait quelque chose dans ce sens-là avec Jean-Marie Poupard en 81, un roman que l'EMEAC avait publié qui s'appelait Rétroviseur. Alors, on s'était assis tous les deux, on avait créé un synopsis,
On était partis chacun sur notre bar, moi avec des images, lui avec des mots. Et les mots et les images se complétaient dans le roman. Eux voulaient en faire un livre d'art. Nous, ce n'était pas notre objectif. On voulait un roman ordinaire qui se vendait à 20 à l'époque, là. Et ça, c'était... Le travail avec Gilles était exactement dans la même lignée que ça. Sauf que je suis arrivé avec le manuscrit. Mais c'est toi qui es arrivé avec c'est un ça. manuscrit au départ. Donc là, c'est le lancement vendredi. Oui. Les profits donc versés à l'Étoile Pédiatrie. On a imprimé, c'est ma maison d'édition qui a publié, qui s'appelle, voyons, Complice. C'est-tu ta maison, Yvan? Édition Complice. Édition Complice. Oh, oui, je taquine. Ouais, je suis tellement prêt avec toutes ces affaires-là. Qu'il publie. Ouais. On a imprimé 350 exemplaires, on en vend 330 et tous les bénéfices vont à l'Étoile. Ce qui fait qu'on pourrait remettre, si on peut tout vendre, là. Si on peut tout vendre, on remettrait avec la vente du livre environ 2000... Une coupe de mille, 2000 quelques, parce qu'on a fait imprimer des signets à la aussi pour faire la Fondation de publicité. l'Étoile. Et parallèlement à ça, toutes les œuvres originales qui ont été créées, qui sont dans le livre, ont été encadrées musées. C'est des pièces qui font à peu près 10 écarts par 10,5, là, une fois encadrées, sur papier pur chiffon, pH neutre. Puis musée, ça veut dire que tout est neutre, là, il n'y a pas aucun acide là, dans ça. On fait un encan silencieux en même temps. Les 17 œuvres sont encantées à partir de midi, vendredi le 16. Les gens vont chez Artaud, puis ils misent, puis ça finit à 7 heures le soir. Oui. Et on parle des œuvres à 200 pièce, comprenant l'encadrement. Dans le fond, c'est ridicule, là, parce que juste la pièce, normalement, se vendrait au moins 350 et tous les bénéfices de la vente des œuvres vont aussi pour l'Étoile Pédiatrie sociale. Fait que nous, on espère, tous les deux, remettre à l'Étoile au moins 4 000 Ah, quand même. Et c'est on considère 4 000 pour un organisme comme celui-ci, ça fait une grosse différence. C'est énorme. Oui, puis en même temps, ça montre comment, en art, on peut aussi aider, puis que c'est un geste culturel. C'est un geste culturel et c'est un geste économique aussi, pour que les gens comprennent que la culture, c'est payant aussi. À vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances. Oui, tout à fait. J'allais juste dire, lors du lancement, c'est sur des musiques de Robert Lenn et Carole Meneghel, avec des chansons interprétées par François Béliveau. Voilà. Alors, lancement de Regard. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Mardi prochain, du côté de Sabrevoix, collecte de sang organisée bien sûr par Emma Québec. Vous avez tout le détail qui apparaît à l'écran, donc si vous êtes dans cette région-là, allez faire un don de sang, un don de vie. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire, l'horaire de diffusion. Elle se retrouve également sur notre site Internet. Chaque semaine aussi, chaque dimanche, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 et il y a toujours une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.